Une apparition sur le plan paranormal, c'est simplement, habituellement, on attache ça à un fantôme, à une entité X qui apparaît dans un lieu. Le fantôme qui a l'énergie suffisante va apparaître comme il était de son vivant. C'est-à-dire les traits du visage, la couleur des yeux, les vêtements. On peut avoir des apparitions complètes, des apparitions partielles. On peut voir une ombre noire, une ombre grise, une apparition presque humaine. Des apparitions religieuses. Donc, on a beaucoup de gens qui vont à Notre-Dame de Lourdes et qui voient la Sainte Vierge leur apparaître. Et il y a les anges qui peuvent apparaître aussi. Et c'est très rarement démoniaque, au risque de peut-être à déplaire à certains. Les âmes démoniaques, c'est très rare. Faut courir après le feu. Souvent, les apparitions sont pas complètes. On voit seulement que le haut du corps, à partir du torse. Il n'y a pas de jambes. Parfois, ça flotte un peu plus haut que ça devrait. Pour quelle raison? J'imagine que le manque d'énergie, il n'est pas capable d'apparaître au complet, mais le principal apparaît, le haut du corps. On peut voir un fantôme, un esprit intelligent, une apparition intelligente, et aussi du résiduel. Il y a une nuance importante, c'est-à-dire que parfois dans les maisons, qui est avec une longue histoire, un lourd bagage, un bagage tout simplement, le souvenir des gens qui y ont habité peut être emmagasiné, un peu enregistré sur une bande. Et les gens peuvent voir une apparition partielle ou complète passer, toujours faire le même geste, le même circuit. Alors, à ce moment-là, l'entité ne te regardera pas, n'est pas témoin, n'est pas sensible à ta présence parce que c'est comme un film qu'on voit et qui se répète en boucle. Est-ce que l'apparition est vraie ou n'est-ce qu'une hallucination? Il est possible, tout à fait, que ce soit une hallucination parce que notre cerveau parfois interprète des formes, des lumières et des choses comme ça comme étant une réalité. Peut-être aussi on parle de santé mentale. Seulement, quand on est témoin d'une apparition, c'est toujours possible d'avoir confirmation de ce qu'on vient de voir. Demander une confirmation, entrer en interaction plutôt avec l'entité pour qu'il puisse répondre à nos questions. Ça fait des années que je fais ça, puis des clients qui sont venus me voir et qui ont dit « j'ai eu une apparition complète devant moi », c'est arrivé seulement qu'à une reprise. Donc, c'est très, très, très rare. Donc, est-ce réellement arrivé? Je pourrais pas le dire. La différence entre un esprit et un fantôme, il y en a une. Un esprit, à mon sens, c'est un esprit qui est dans la lumière, qui a quitté le plan terrestre. Un esprit ne pourra pas se matérialiser, il ne pourra pas apparaître. Un fantôme, lui, le peut. C'est à peu près la seule différence qu'il y a entre les deux, mais ils vont faire les mêmes choses dans l'au-delà. Donc, ils peuvent faire des bruits, ils peuvent jaser, ils peuvent bouger des choses. On quitte la Terre quand on décède avec les mêmes qualités et les mêmes défauts. Donc, la personne a vécu la violence, l'agressivité toute sa vie. Il est fort probable que son tempérament va être le même après son décès. Moi, j'estime que la majorité de la population, c'est du bon monde. Donc, c'est la même chose de l'autre côté. La majorité sont des bons esprits qui chercheront pas à faire du mal ou à quoi que ce soit. Mais il y en a. L'âme émet par sa présence son état d'âme, son état d'esprit, ses malaises, ses maladies, du temps où il était vivant. Si une dame décède d'une bronchite qu'elle avait toute sa vie, les gens qui vont vivre dans la maison vont probablement développer de manière résiduelle des problèmes de santé au niveau pulmonaire. Ce n'est pas la personne en tant que telle qui est malade. Elle capte les énergies, les énergies résiduelles et elle s'en fait sienne. Avec le temps, avec les mois, avec les années, ces petits résidus-là prennent plus d'importance et de place dans nos corps énergétiques et physiques. Ça peut réellement venir nuire à notre santé. Moi, je compare ça avec dans la jungle. T'as un lion et t'as un troupeau d'animaux. Le lion, il a faim. Il attaque, il va attaquer lequel? Le faible. Il va attaquer le malade. Il va attaquer celui qui est derrière en arrière, qui court moins vite. C'est la même chose avec les esprits. S'ils sentent que tu es fort, que tu n'as pas peur de lui, puis que tu as le contrôle de ta vie, tu n'achaleras pas, parce qu'il sait qu'il n'y a pas de taille. Mais si tu es faible, tu te laisses affaiblir encore plus par sa présence, mais là, il va s'amuser puis il va avoir du fun. Quand
on donne de l'attention à un esprit, on lui donne de l'importance, on en parle à tous les jours, on le nourrit énergétiquement. Alors que si on l'ignore, on le laisse de côté, il s'abreuve pas de notre énergie. Il est moins présent, il est moins important. Mais si vous voulez réellement être certain de vous en débarrasser, mais là, c'est une purification, un nettoyage énergétique qui va vous permettre de réellement, en plus de changer l'énergie de l'endroit où vous habitez, ça va permettre à cet esprit-là, qui est pris entre deux mondes, de s'en aller vers la lumière. La lévitation, en termes de définition toute simple, c'est simplement un individu qui décolle du sol et qui va flotter dans l'air. C'est comme un amas d'énergie autour de notre corps physique qui fait que ça vibre tellement fort que nos pieds se lèvent de terre, nos pieds, notre corps se lève de terre puis va léviter dans les airs. Ce qui fait que ça va le maintenir dans les airs, c'est vraiment le taux vibratoire. L'énergie qui s'en dégage du corps physique, c'est ce qui va faire qu'on peut rester comme en suspension dans l'air. Oh, les phénomènes de lévitation sont un petit peu partout. Bon, les plus connus aujourd'hui, mais c'est de la lévitation si on veut, c'est en technologie. On utilise beaucoup la lévitation, mais une lévitation magnétique parce que pour permettre de cuire certains métaux ou de les raffiner d'une autre manière. Donc ça, on sait exactement comment ça se passe puisqu'on le provoque mécaniquement. Autrement, c'est naturellement les illusions, ce qu'on connaît quand on voit David Copperfield qui s'envole au milieu du nuage et tout ça. C'est une illusion, c'est truqué, c'est de la magie. Et puis il reste le côté religieux, le côté scientifique. Dans le côté scientifique, il y a deux aspects. Il y a l'aspect donc déplacement d'objets qui est assez bien documenté aussi aujourd'hui. Et on sait que l'esprit agit parfois sur la matière pour la faire au moins se déplacer, l'éviter en partie. Il y a pratiquement pas de cas aujourd'hui observés par la science de lévitation humaine. Par contre, dans le passé, c'est vraiment dans la géographie religieuse qu'on trouve les cas, et il y en a énormément. Il y a plus de 300 ou 400 cas de lévitation qui ont été répertoriés. Dans mon cas, à moi, quand j'ai fait la lévitation, au moment où on a cru comprendre qu'il se passait un phénomène paranormal dans ma tête, que je voyais des images, c'est le fait qu'on m'a parlé calmement. Moi, mon corps a redescendu calmement. Mais parfois, dans les cas de lévitation, les personnes vont être soulevées puis vont tomber très rapidement par terre, par exemple. La lévitation elle-même, c'est vraiment un état intérieur qui ferait, et puis c'est peut-être pour ça que ce sont beaucoup les religieux et les gens qui sont en méditation, c'est-à-dire une tendance d'élévation. Et là, le sens d'élévation est très important, c'est parce que cet élément d'élévation ferait qu'il y a tout un phénomène à l'intérieur du corps et du cerveau qui amènerait un détachement de la pesanteur, enfin une libération de la pesanteur qui amènerait la personne à s'élever. L'ensemble des phénomènes qui se passent, lumière, froid, etc., on sait qu'il y a une affectation de l'environnement. Maintenant, on manque encore d'explications vu qu'il y a pratiquement personne qui l'évite aujourd'hui. Une ombre noire, qu'est-ce que c'est en fait? C'est une manifestation physique d'une entité que l'on peut voir, soit sur photographie, sur un film ou à l'œil nu. Et ce qu'il dégage, donc la noirceur, que ce soit gris ou noir, c'est la plupart du temps, c'est des entités du bas astral. C'est des êtres qui vibrent bas. Ce n'est pas lumineux en tant que tel. Un esprit, quand on le voit, il est lumineux, il dégage la lumière. Un guide spirituel, un ange dégage sa luminosité, tandis que les entités du bas astral, ils sont une ombre noire. C'est sûr que moi, je l'interprète comme une présence. L'ombre, elle essaie de communiquer avec toi, elle essaie de se montrer à toi. Les ombres noires peuvent se manifester dans différents contextes. Premièrement, des fois, c'est surtout pour nous faire peur. Pour le commun des mortels, si on est surpris par une présence, on fait un saut, c'est leur intention. Parce que de la manière qu'ils fonctionnent pour s'abreuver de l'énergie, c'est par la peur, en enrichissant notre peur, en provoquant la peur. C'est presque impossible de documenter l'apparition d'un ombre noire, parce que ça arrive à n'importe quel moment. Donc, c'est presque impossible d'être là, d'être un expert en la matière, puis de pouvoir le voir et le documenter. C'est ça qui est arrivé, c'est ça qui est arrivé, c'est ça qui est arrivé. Les ombres noires aussi vont se manifester beaucoup, et la plupart du temps, dans ce qu'on appelle l'angle mort. On va le voir passer de côté, on regarde, il a disparu. Tu regardes de l'autre côté, tu vas chercher, il n'existe plus.
J'en ai vu à quelques reprises des ombres noires, mais j'en ai jamais fait état dans les rapports que je donnais aux clients, étant donné que c'était toujours du coin de l'œil, c'était toujours quelque chose qui durait une fraction de seconde. Donc, si tu sais, le cerveau, c'est fort. T'es dans un endroit que tu sais que c'est hanté, t'es assis c'est la première fois que tu vas là, t'es assis dans un coin, il fait noir, veux pas, là, tu mets ton cerveau en état que, oui, il va se passer quelque chose. Et tout à coup, tu vois une ombre noire du coin de l'œil. C'était quoi? C'était peut-être réellement ça. Mais... Personnellement, j'ai jamais vu d'ombre noire en me disant je viens de l'imaginer. Je le ressentais, je vois, je me sens agressé par cette présence-là qui est plutôt froide et déplaisante. On le ressent. Orbe, c'est la même origine étymologique que orbite, donc c'est un halo, c'est un cercle de lumière. Un orbe, c'est une forme de concentration d'énergie spectrale. Alors, on pense que c'est une entité qui se serait concentrée dans une petite forme et qui circule très, très rapidement dans une pièce. Quand l'esprit désire se manifester, il va le faire premièrement soit par une manifestation physique, partielle ou complète, ou par une masse énergétique qu'on peut voir à l'œil nu comme une boule de lumière, peu importe la couleur. Il semble qu'on puisse voir des orbes dans les maisons hantées qui sont souvent abandonnées et dans certaines circonstances où ce serait des petites quantités d'énergie qui habitent une maison. Ceci dit, c'est possible de la voir, l'orbe, à l'œil nu. Et elle peut être captée également par la pellicule, soit sur caméra pour un film ou sur une photographie. Ah, la science et l'orbe, c'est une autre chose. La science et l'orbe, aujourd'hui, malheureusement, tentent à dire que l'orbe n'existe pas en tant que phénomène paranormal, puisque si on commence à multiplier le nombre d'appareils photo, on s'aperçoit que les orbes n'apparaissent que sur certains appareils. La majorité des experts en photo disent que un orbe, c'est la réflexion du flash sur un objet qui flotte dans les airs, c'est-à-dire une poussière, un insecte, un fil d'araignée, le pollen, une goutte d'eau, tout ce qui peut flotter dans les airs. Il y a à un moment donné des gens qui avaient pris des photos d'orbes qui étaient un genre de mouvement de lumière dansante et on disait on a enfin photographié une orbe qui bouge. Sauf que lorsqu'on a étudié les photos qui avaient été prises, c'est des photos qui avaient été prises avec une caméra très grande ouverture, une ouverture très lente. Donc, c'était simplement des mouches à feu qui avaient été photographiées et qui bougeaient. À toutes les semaines, j'ai plusieurs envois de photos pour analyse, puis j'aime autant pas me prononcer si je suis pas sur les lieux, j'ai pas été témoin de la scène ou le contexte dans lequel ça a été pris. Il y a les vrais orbes qui sont un esprit, une source d'énergie. Et il y a les faux, si on peut prendre le terme. Je vous dirais que c'est à 99,9%, c'est toujours de la poussière. C'est vraiment rare qu'il y ait des manifestations, une vraie orbe, entre guillemets. Donc, il faut toujours être très prudent avant de diagnostiquer que c'est une entité de l'au-delà qu'on a photographiée. Poltergeist, étymologiquement, c'est esprit frappeur. Et dans les faits, eh bien, c'est l'impression ou la réalité d'événements violents qui se produisent dans une maison sans explication à l'heure actuelle. Alors, le poltergeist se décrit toujours par des mouvements très brusques, soit des jets de pierre, des chaises qui sont lancées, des objets qui sont lancés sur les gens, sur les murs. Étonnamment aussi des objets qui vont léviter, qui vont lever. Des objets qui bougent, des tiroirs qui vont s'ouvrir, des armoires qui se déplacent, des lampes qui vont se mettre à tourner sur elles-mêmes, des tas de phénomènes physiques. C'est peut-être le poltergeist est le phénomène physique le plus intense qui existe. Ce qu'on dit, c'est que c'est des esprits frappeurs, donc des gens qui viennent se venger, souvent des gens qui ont été assassinés, des gens qui ont été violentés et qui viennent se venger contre les personnes qui les ont violentés. Est-ce que physiquement on peut être visé, attaqué par un poltergeist? La réponse est oui. Tout dépendant de la nature des intentions de l'être qui provoque ces agressions-là. Je ne crois pas qu'un poltergeist puisse attaquer quelqu'un physiquement. Si la personne qui vit un tel phénomène chez lui, si ça l'atteint psychologiquement, si ça l'empêche de bien dormir, si elle commence à moins bien manger, tout dû
à cause de la présence du poltergeist. C'est sûr qu'avec le temps, cette personne-là va être diminuée, va tomber malade. Les personnes qui semblent souffrir de ce genre de phénomène vont souvent chercher de l'aide et quelqu'un est censé venir pour, entre guillemets, libérer la maison de ce qui s'y produit. Écoutez, si après la visite de quelqu'un ça va mieux, tant mieux, mais son implication là-dedans, gros point d'interrogation. Là, c'est la subtilité du mot poltergeist. Par qui ou par quoi est-il produit? En réalité, bon, le mot veut dire esprit frappeur, mais actuellement, d'après toutes les expériences qui ont été faites, et c'est un domaine qui est très bien documenté, les esprits sont exclus, il n'y a pas d'esprit frappeur. C'est la majorité du temps, ça provient d'un adolescent ou d'un préadolescent qui génère une énergie et qui est capable de déplacer des objets, même des objets très très lourds, simplement parce qu'il y a des problèmes émotionnels ou des problèmes de changement hormonal. Quand le phénomène est présent chez un adolescent, il n'est pas conscient que c'est sa force psychique qui agit sur la matière dans la 3 dimensions, qui fait bouger les objets. D'accord? À ce moment-là, c'est l'enfant qui doit apprendre à canaliser son énergie psychique. Mais avant qu'on en arrive là, ça peut être long. Un cas de possession, c'est une personne qui se sent envahie par une autre personnalité, par une autre entité. Quand je dis personnalité aussi, c'est pas un dédoublement de personnalité, mais bien de ressentir à l'intérieur de soi une autre personne, quelqu'un qui va parler à notre place, quelqu'un qui va nous faire agir. Les hantises sont en fait seraient un équivalent de possession, mais non pas sur un individu, mais sur un endroit. C'est-à-dire, dans la tradition, une influence néfaste dans une maison. Ça peut être un village complet, ça peut être une route, ça peut être un carrefour, ça peut être tout ce qu'on veut. Parfois aussi, on va faire des gestes qu'on se rend pas compte. C'est comme si on a une absence. Tandis que dans un cas d'une hantise, je suis toujours maître de mon corps, je suis toujours maître de moi-même. Je peux accepter de faire ce qu'on me dit ou je peux être ferme et dire de ne pas faire ça. Cela commence habituellement de manière très discrète. Et c'est un crescendo qui aboutira à des phénomènes qui sont décrits comme beaucoup plus violents, aussi bien en ce qui concerne la hantise que le syndrome psychiatrique de possession diabolique. Souvent, on va voir ces phénomènes-là arriver quand la personne, encore une fois, elle est vulnérable. Soit elle a eu un choc émotif, soit elle a eu une maladie. Il peut y avoir des petites hantises et grandes hantises. Petites hantises quand les phénomènes sont peu dérangeants. On peut avoir une entité, un esprit qui se manifeste de façon gentille, tout simplement. Il n'y a rien d'agressant, d'épeurant. De l'autre côté, il peut y avoir le phénomène où on est plus agressé, où les manifestations sont violentes, où les personnes ont peur, où les personnes sont à la limite en crise, où on dort plus la nuit. Il y a des personnes qui vont appeler ce genre d'esprit-là, ce genre de phénomène-là, en faisant de la magie noire, en faisant du Ouija, par exemple, en faisant des tables de spiritisme, en appelant les esprits avec des chandelles à minuit et soir. En fait, tout ce qu'on connaît de rituels pour appeler ces phénomènes-là, ben ça ouvre des portes. Et c'est là que les esprits vont venir. On peut très bien exorciser une personne. On peut exorciser un endroit. Le rituel n'est pas tout à fait le même, mais dans certains cas, on peut faire appel à un exorciste d'une religion ou d'une autre. Encore une fois, ça existe dans plusieurs religions, pour libérer un endroit d'une emprise qui est dite maléfique. Alors, si ça marche et si ça aide, pourquoi pas? Mais on ne dira pas que ça repose sur quoi que ce soit. Tant qu'on ne libère pas la maison peut être comme ça pendant des années, et même des années, sauf que si on fait une libération, on nettoie la maison, on élève le taux vibratoire de la maison, à ce moment-là, oui, on peut penser que ça peut être juste passager. Donc, ils vont avoir quitté le plan terrestre, rejoindre la lumière, il n'y aura plus personne dans la maison. Un PVE, c'est un phénomène de voix électronique. Un phénomène de voix électronique, c'est un son, ça peut être une voix, ça peut être un bruit que l'on capte grâce à un enregistreur numérique. Lorsque les chasseurs de fantômes vont dans un lieu hanté, ils vont enregistrer avec un magnétophone numérique les sons ambiants. Ils vont poser des questions aux entités, essayer de les faire parler. L'oreille humaine n'entend pas toujours tous les sons, sauf que cet enregistrement-là, qui est écouté par la suite avec une amplification, peut parfois permettre d'entendre ce qu'on appelle justement les PVE. Notre oreille entend à partir de 20 Hz en montant.
Il y a une théorie qui dit que les esprits, les fantômes, lorsqu'ils s'expriment ou lorsqu'ils font des bruits, c'est en bas du 20 Hz. Donc, la raison pour laquelle on les entend pas live. Étonnamment, les chasseurs de fantômes enregistrent évidemment toujours des questions, des choses qu'ils posent aux entités quand ils sont sur place. Et c'est étonnant à quel point ils peuvent récupérer certains PVE, des sons parfois assez étranges, des sons parfois glauques ou étonnants. Donc, je pense que les PVE, pour les chasseurs de fantômes, c'est une source de travail qui est très, très importante pour se rendre compte que finalement, ils ont discuté avec une entité qui leur répondait, mais qui n'entendait pas avec l'oreille humaine, mais qu'ils entendent sur l'enregistrement. Parfois, c'est un petit mot, parfois, c'est une phrase complète. On peut de plus en plus penser aussi que les gens ont tellement la volonté d'obtenir un enregistrement, ont tellement envie d'obtenir une trace, qu'ils l'impriment eux-mêmes. Donc, c'est-à-dire qu'on suppose aussi que le cerveau aurait la capacité d'impressionner autant des bandes magnétiques que des bandes numériques. Ceci dit, de faire des investigations, de provoquer des entités, c'est un peu l'équivalent de sortir une table de Ouija. C'est-à-dire que d'entrer en communication jour après jour, semaine après semaine, on s'attire, on appelle les esprits vers nous. Ben, j'ai tendance à croire que les PVE sont un des outils les plus puissants pour prouver, en guillemets, la présence d'un esprit dans un endroit. On est toujours bien heureux quand ça se produit parce que c'est une manifestation claire, palpable, audible. C'est une preuve. Quelqu'un, de l'autre côté, essaie de nous transmettre quelque chose. C'est à nous d'essayer de le comprendre, de le déchiffrer, parce que, comme je disais tantôt, c'est impossible pour lui de s'exprimer de la même façon qu'il s'exprimait lorsqu'il était vivant, ou de la façon qu'on s'exprime présentement. Mais il y a quelque chose à dire, ça c'est certain. Puis il le dit de sa propre façon. C'est à nous de l'interpréter et de comprendre.